Merci Jérôme Gadget parmi nous, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes le plus grand spécialiste, peut-être avec votre camarade Luc Broussy, de la question des personnes âgées en France aujourd'hui. Ça fait des années, des décennies peut-être que vous travaillez dessus, sur un sujet qui a été longtemps nié, mis de côté, mais qui risque de devenir peut-être le sujet le plus brûlant ces prochaines années, l'un des plus importants pour notre vie en société. Donc merci d'être là parmi nous à Futurapolis Santé. J'ai envie de commencer par une question qui est une question d'actualité. Ce qui divise aujourd'hui les gens, qui crée des polémiques, c'est l'accès aux EHPAD en cette phase de redémarrage ou en tout cas de montée du coronavirus. Est-ce qu'il faut ouvrir au risque de contaminer les EHPAD ou est-ce qu'il faut fermer au risque d'isoler encore plus des gens qui vivent leurs dernières années? Est-ce qu'on peut les couper de leur famille? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'injonction contradictoire terrible à laquelle l'ensemble de la société est confrontée. C'est cet arbitrage entre sécurité et liberté qui se cristallise dans ces lieux pas bien connus en réalité que sont les EHPAD, dont on parle pas suffisamment en temps normal dans le débat public et qui, à l'occasion de cette crise, sont réapparus au centre des discussions. Moi, j'ai toujours dit que, vous savez, l'EHPAD, c'est un peu la mauvaise conscience du vieillissement de l'ensemble de la société. Il y a 7200 EHPAD en France qui accueillent environ 600 000 personnes âgées. Ce n'est qu'une toute petite partie des personnes âgées qui sont accueillies en EHPAD. Mais ce sont celles et ceux qui sont les plus fragiles. L'EHPAD d'aujourd'hui n'est plus la maison de retraite d'hier, celle où on allait pour essentiellement avoir un maintien d'un lien social, ne plus être seul, quand le veuvage vous concernait, que vous aviez envie de sécurité. Non, aujourd'hui, l'EHPAD, c'est un lieu dans lequel on rentre en moyenne à 85, 86 ans, et où on a déjà 5, 6, 7 pathologies qui rendent nécessaire cette surveillance et cet accompagnement continu. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on y rentre plus tard. Ça veut donc dire que le maintien, le soutien à domicile s'est considérablement amélioré ces dernières années, mais qu'on a toujours besoin de ces lieux-là. Or, la réalité des EHPAD aujourd'hui, et ce que la crise a confirmé, nous le savions auparavant. Rappelez-vous, il y avait eu un mouvement de grève au début de l'année 2018. C'était la première fois, vous savez, les personnels des EHPAD, ils ne se mettaient pas beaucoup en grève. C'était la première fois en 2018 qu'ils se sont mis en grève avec un seul message qui était de dire « on n'y arrive plus ». On n'y arrive plus parce qu'il n'y a pas assez de personnel dans les maisons de retraite, pas assez d'infirmières, pas assez d'aides-soignants, pas assez d'animateurs, pas assez de psychologues, au regard de ce que sont devenus justement les profils des résidents qui y sont. Et la crise, elle a confirmé ce qui était déjà sur la table auparavant, que ces lieux ne sont plus dotés de ces moyens suffisants. Et face à une crise qui avait le double inconvénient de toucher les personnes âgées et les plus fragiles, et en plus de se propager dans des endroits clos. Or, l'EHPAD, c'est ces deux critères. C'est un endroit fermé, et parfois même trop fermé. On a peut-être trop bunkerisé les EHPAD, historiquement, trop refermés sur eux-mêmes, et naturellement avec des personnes fragiles. Le chiffre est terrible, hein. La moitié des décès, il y a 31 000 décès à date du Covid, et la moitié, ce sont des résidents d'EHPAD. Et donc, pour répondre à la question précisément, il y a cette injonction qui était terrible, qui était de dire il faut les protéger. La mesure de protection qui a été prise, et d'ailleurs, il ne faut jamais l'oublier, la première décision dure, avant même le confinement décidé le 16 mars et annoncé par le président de la République, la première décision qui a été annoncée, c'était l'interdiction des visites des familles, justement, qui a été annoncée dès le 11 mars et qui a été durcie le 28 mars, avec même le confinement en chambre, c'est-à-dire l'absence d'interaction sociale à l'intérieur de l'EHPAD. Alors ça se comprenait, parce qu'on a eu des clusters, on a eu des drames dans plusieurs établissements. Quand le virus rentrait, c'était terrible. Et en même temps, cette situation qui est de dire si on isole les personnes âgées, alors il y a ce que les gériatres appellent le syndrome de glissement ou de désinvestissement. C'est des personnes qui se laissent aller parce qu'il y a besoin de ces contacts avec la famille, avec les proches, avec les autres résidents. Et donc, au moment de la reprise en ce moment, on est sur une ligne de crête. Ça ne peut pas être le laisser-faire, laisser-aller, y compris parce que malheureusement, sur les quelques 200 clusters qui sont réapparus depuis cet été dans les EHPAD,
on le sait, une partie est due aux familles qui n'ont pas, je ne veux pas jeter la pierre, mais qui n'ont pas respecté, mais tous les directeurs d'établissement le disent, qui n'ont pas respecté justement les gestes barrières. Et en même temps, il y a ce cri du cœur qu'on entend de partout, qui est vous ne pouvez pas nous abîmer à ce point nos dernières années de vie, nos derniers mois de vie, et nous priver de ce lien qui est. Donc c'est un compromis permanent et à discuter au cas par cas. Donc je ne suis pas pour l'interdiction absolue ni pour l'ouverture totale. Il faut que ce soit surtout décidé, et on l'oublie trop souvent, avec les personnes âgées elles-mêmes. Il faut qu'elles aient leur mot à dire. Parce qu'elles ont disparu. Parce qu'en fait, la nouvelle de cette année 2020, c'est qu'on a redécouvert nos vieux. Est-ce que ce n'est pas l'année où on s'aperçoit qu'en fait, on a des centaines de milliers de gens qu'on a planqués pour une part dans des EHPAD qui sont nécessaires? Est-ce que ce n'est pas l'année où on a redécouvert, on a quand même arrêté l'économie en partie pour les personnes âgées? C'est quand même vous qui plaidez, qui prêchez un peu dans le désert depuis des années sur ce sujet-là, vous dites quand même on a redécouvert les vieux. Oui, et c'est aussi, il y a beaucoup de lectures contradictoires ou paradoxales, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la France, elle aime ses vieux. Peut-être qu'elle les aime pas comme il faut, peut-être qu'elle les aime dans des grands moments d'émotion ou d'inquiétude comme celle qu'on a eue, mais la réalité, c'est qu'on a été capable de prendre cette décision incroyable de congeler l'économie, de tout arrêter pour protéger les plus fragiles et notamment les personnes âgées. C'est-à-dire que dans une société qu'on pouvait considérer comme agiste, vous savez, l'agisme, c'est cette discrimination qui consiste à dire les personnes âgées, c'est un problème où on leur retire des droits, etc. C'est le contraire qui s'est passé. On a remis les fragilités au milieu du village et on a dit, pour les protéger, on est capable de prendre cette décision extrêmement forte. La deuxième bonne nouvelle, c'est que là où on pouvait craindre un repli sur soi et justement une guerre des âges, moi, vous savez, quand j'ai démarré la mission, l'inquiétude, la discussion avec Olivier Véran, c'était on a peur qu'il se passe ce qui s'est passé en 2003. Rappelez-vous au moment de la canicule, qui était aussi un des autres grands moments d'émotion dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé où en 2003 On a découvert 19 000 morts en 3 semaines, qui étaient cette fois-ci moins des personnes en EHPAD, là c'était l'inverse, que des personnes à domicile, qui étaient passées totalement sous les radars. Et donc l'inquiétude qu'on avait au début de la crise, c'était on va ouvrir des portes quand tout ça sera fini, et on va découvrir des personnes âgées qui, du fait du confinement, n'ont plus eu accès aux besoins fondamentaux. Ne pouvaient plus aller acheter leurs médicaments, ne pouvaient plus avoir la nourriture, ne pouvaient plus faire les courses, etc. La réalité, la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu un élan de solidarité quand même assez fantastique dans le pays, qui prouve que les personnes, que l'ensemble de la population, probablement parce que chacun d'entre nous a expérimenté dans sa chair, dans son ressenti personnel, les affres de l'isolement. On était tous confinés à la maison, oui, donc et donc on a eu une sorte d'empathie en se disant, mais il y a des personnes âgées pour lesquelles le confinement, c'est toute l'année. Les Petits Frères des Pauvres, qui est la grande association qui interpelle chaque année sur les conséquences de l'isolement. Rendez-vous compte, on estime qu'il y a 1 million de personnes âgées en France qui sont en situation d'isolement. L'isolement, c'est-à-dire ne pas avoir les 4 cercles de la vie relationnelle, amicale, familiale, avec le voisinage ou avec le tissu associatif. Et 1 million de personnes donc, qui n'ont aucun de ces contacts par semaine. Et les Petits Frères des Pauvres parlent même d'un chiffre terrible, qui est de 300 000 personnes âgées qui sont en situation de mort sociale, c'est-à-dire qui n'ont aucun contact pendant 1 mois. Donc la bonne nouvelle, c'est que y a eu cette solidarité de gens qui sont allés se préoccuper de faire les courses, etc. Là, c'est l'engagement individuel. Et puis, il y a eu les villes, les acteurs associatifs qui ont bricolé plein de choses pour aller porter les courses, pour aller acheter les médicaments, pour pouvoir aller tirer de l'argent avec la police municipale qui allait toquer à la porte. Donc, il s'est passé plein de choses. Tout l'enjeu, c'est comment est-ce que ça, qui s'est construit dans l'urgence et dans l'émotion d'une crise, devient désormais une action de droit commun normale. Moi, mon rapport, il se conclut en disant « Ok, l'isolement, c'est tout le temps. Et donc, il faut, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, une politique organisée de lutte contre l'isolement et que ça devienne une préoccupation d'aller vers les personnes isolées, d'aller vers les personnes fragiles, parce que ceux qui sont isolés, par définition, ils ne fréquentent pas le CCAS, ils ne fréquentent pas la mairie, ils ne fréquentent pas les associations. Jérôme Gage, votre livre, il s'appelle « Plaidoyer pour les vieux ». Alors, il est disponible d'ailleurs en format numérique chez Grasset. Vous dites « vieux ». C'est un mot que peu de gens utilisent, ils ont peur de cela. Est-ce que la non-utilisation de ce mot est le signe globalement d'un déni
français sur le sujet du vieillissement, sur l'existence et la vie de ces personnages, et peut-être même de la mort derrière. Oui, c'est-à-dire que une de nos difficultés principales, c'est qu'il y a un déni du vieillissement dans le débat public. Alors c'est un déni qui s'explique. Il y a d'abord un déni intime. Personne, aucun d'entre nous n'a envie de regarder son propre vieillissement. Le vieux, c'est toujours l'autre. Et donc, moi je me rappelle, je vais souvent, presque toutes les semaines depuis 20 ans dans des EHPAD, et ça manque pas. J'ai toujours une charmante dame de premier étage qui doit avoir 87 ou 88 ans et qui me parle de la vieille du deuxième qui a 95 ans. Donc de toute façon, le vieux, c'est toujours l'autre. Et donc, on n'anticipe pas, on ne se projette pas, et la conséquence, au-delà de la sphère individuelle, c'est la sphère collective. Moi, j'ai toujours été abasourdi. Je vous raconte une anecdote. Quand j'ai écrit ce livre en 2014, donc à l'époque, j'étais député, président de conseil général, donc j'étais un homme politique national. J'ai réalisé que c'était la première fois qu'un élu, un responsable politique, écrivait sur le vieillissement. Vous savez, les hommes politiques, ils adorent écrire des livres parce que ça leur permet de passer à la télé, de mettre en place leurs idées, de faire des interviews, c'est très bien de se défendre, mais ils écrivent sur plein de sujets. La laïcité, la sécurité, la police, parfois l'hôpital, les questions de santé, les questions éducatives. La jeunesse. La jeunesse, parfois. François Hollande avait écrit sur la jeunesse. Oui, c'était d'ailleurs, on pourrait en reparler d'ailleurs. Et cette absence d'appropriation d'un sujet, que soit on renvoie dans une approche technique, en disant bon, c'est des questions techniques, c'est compliqué, les EHPAD, les services à domicile, les maisons de retraite, soit dans une approche compassionnelle, en disant bah voilà, il faut être bienveillant. Non, c'est un sujet politique. Et pour vraiment être au cœur de votre interrogation, c'est on ne peut pas ne plus voir ce qui est déjà là, ce qui s'appelle la révolution de la longévité, c'est-à-dire ce phénomène inédit dans la démographie des pays occidentaux et particulièrement de la France, qui a connu un des baby-booms les plus importants au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est maintenant que ça se passe. Et la démographie, les chiffres, ils sont prévisibles. On ne peut pas dire qu'on sera surpris, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas programmé. La massification du vieillissement, et notamment aux âges des fragilités, c'est dans cette décennie que ça se passe. En 2030, moi, j'aime pas les discours catastrophistes, j'aime pas les expressions du style tsunami gris ou mur gériatrique, mais si on n'anticipe pas, alors on aura une crise du vieillissement, c'est-à-dire des personnes pour lesquelles la société dans son ensemble, pas uniquement sur les sujets de la dépendance et de la grande perte d'autonomie. Moi, je dis souvent, comme c'est une expression de mon ami Luc Broussy, l'arbre de la dépendance ne doit pas cacher la forêt du vieillissement, et la manière dont la société, dans son ensemble, tient compte. Mais je cite souvent, pardon Étienne, une des dernières conférences de Claude Lévi-Strauss au Collège de France. À l'époque, on ne parlait pas de révolution de la longévité, mais il avait déjà constaté l'allongement de l'espérance de vie. Et vous voyez quand même Claude Lévi-Strauss, il dit « L'allongement de l'espérance de vie, en termes anthropologiques, est un phénomène aussi important, sera un phénomène aussi important que la sédentarisation au néolithique. » Vous savez, ce moment où l'homme préhistorique cesse d'être nomade et chasseur et cueilleur en fonction de la météo et des animaux qu'il doit chasser, et il s'installe, il se pose, et c'est le début de la civilisation qui va devenir de l'agriculture, puis de la civilisation urbaine, etc. Donc quand on a cette grande figure de l'ethnologie, de l'anthropologie qui nous dit que ce phénomène-là qui se traduit par la cohabitation de 4 générations, et qui va donc questionner la société dans son ensemble, et obliger à reposer la question, et c'est vrai que l'appellation est assez révélateur. C'est pour ça que moi, je n'hésitais pas à parler de vieux. On parle de jeunes. Pourquoi est-ce qu'on parle de vieux? On a voulu inventer des néologismes. On a dit senior. Parce qu'on ne veut pas prononcer le nom de la mort. Junior, voilà. Mais parce qu'on ne veut pas prononcer le nom de la mort, parce que ce que vous racontez, c'est qu'en réalité, quand on rentre dans un EHPAD, en moyenne, on meurt 2 ans après. Oui, parce que c'est la mort. Mais d'abord, on ne veut pas la regarder. Tout le monde ne rentre pas dans un EHPAD. Mais ce qui est vrai, c'est que derrière ça, et d'ailleurs la crise l'a aussi montré et confirmé, ce rapport à la mort, à cette mort qu'on ne veut pas voir, à cette mort qu'on ne tolère pas, ce qui est une bonne chose. La preuve, on n'a pas toléré la mort des personnes âgées du fait du Covid et on a cherché à les protéger. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais en même temps, on l'invisibilise comme on invisibilise ces personnes fragiles à qui, indirectement, ce n'est pas dit de manière affirmée ou assumée, on leur dit « retirez-vous petit à petit de la société ». Parce que, parlons concrètement, quand on retire les bancs publics de l'espace urbain, pour des bonnes raisons, croit-on,
parce que les jeunes ils squattent ou font du bruit, ou parce qu'il y a des SDF, etc. Ce n'est pas forcément des bonnes raisons. Bon. Mais quand on retire les bancs publics, comme ça s'est fait dans beaucoup de villes ces 20 dernières années, eh bien, on ne se rend pas compte que derrière, on envoie un message terrible aux personnes âgées qui ont besoin de ces espaces, et pas que les personnes âgées d'ailleurs, les fragiles, une maman avec une poussette, une femme enceinte, etc. On a besoin de remettre les fragilités, de les rendre visibles. Et là, on leur a envoyé un message subliminal qui fait que, comme dans la chanson de Brel, la personne âgée, à la fin, c'est du lit au salon, puis du lit au fauteuil, et à la fin, du lit au lit. Une société pour tous les âges, pour tous les usages, une ville pour tous les partages, elle doit être regardée à travers cet œil de fragilité. Je pourrais vous dire la même chose aussi, ça peut paraître, c'est que des micro-décisions qui ont des conséquences. Même chose sur les toilettes publiques. On a retiré petit à petit les toilettes publiques où on en a fait des choses pas forcément agréables et riantes. Pourtant, la réalité qu'il faut aussi nommer, c'est que 30% des personnes de plus de 75 ans ont à des degrés divers des problèmes d'incontinence. Et que donc, si je sais qu'en sortant de chez moi, je ne vais pas trouver des bancs pour me reposer, et je ne vais pas trouver des toilettes dans des cafés ou dans l'espace public dans lequel je peux aller, et ben donc ça m'envoie un signal de reste chez toi. Même chose si les transports publics ne sont pas adaptés à l'enjeu de la mobilité, parce que si je ne sors pas de chez moi, je n'ai plus de vie sociale, je n'ai plus d'interaction, si je n'ai pas de commerce de proximité. Pendant des années, ce pays a fait le choix dingue de mettre le paquet sur les hypermarchés à l'extérieur des villes. Alors, fort heureusement, c'est d'ailleurs peut-être une des conséquences aussi de la crise, on se rend compte qu'on a besoin de cette vie sociale de proximité, on a besoin de ces commerces, ça avait commencé avant. Voilà. Mais donc, ce changement de braquet, cette inversion de la construction de l'ensemble des politiques publiques, et je le redis, pas uniquement de celles qui touchent au grand âge et à la dépendance, les personnes âgées, elles sont, c'est d'abord des retraités actifs, c'est des gens qui contribuent à la vie associative. Moi, je dis souvent, s'il y avait une grève des retraités, du jour au lendemain, le pays s'arrêterait. La moitié des conseils municipaux en France, c'est des retraités. Les 2/3 des bureaux des associations, il y a 2 millions d'associations en France, c'est des retraités. La garde des enfants, des petits-enfants, pardon. Vous savez que chaque semaine, il y a 12 millions d'heures de garde des petits-enfants par les grands-parents, c'est-à-dire autant que la totalité des crèches et des nounous à domicile de France. Et gratuitement. Donc, et gratuit. Et c'est une belle manifestation de solidarité intergénérationnelle. Sauf que il faut créer l'écosystème et la reconnaissance de cette utilité sociale. Ça, c'est pour les retraités actifs. Après, il y a la question des fragilités. On avance en âge, on peut avoir des fragilités, c'est ce que je vous mentionnais. Si la société dans son ensemble ne tient pas compte de ça, alors on va avoir des vraies difficultés. Et enfin, la dépendance, les EHPAD, changer le modèle, les services à domicile prioritaires. Et la médicalisation des EHPAD, vous parlez de ça, des EHPAD, il faut reconnaître que c'est un lieu où il y a des gens qui sont très malades et donc il faut les médicaliser. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné les moyens suffisants, et donc c'est tout l'enjeu de la réforme qui est annoncée depuis maintenant 2 ans et demi. D'ailleurs, nous sommes, elle va avoir lieu ou pas, nous cette sommes à réforme Montpellier, et c'était le 11 juin 2018 qu'Emmanuel Macron, devant le Congrès de la Mutualité française, en réponse notamment à la grève dont je parlais tout à l'heure, avait annoncé qu'il y aurait une loi sur le grand âge et l'autonomie. Et alors, elle est où cette loi? Depuis, il y a eu 7 rapports, dont le mien, 411 propositions, et on attend. Et pendant la crise, le président a dit je tire 3 conséquences de la crise. Il y aura une loi sur la recherche, une loi sur le grand âge et le Ségur de la santé pour revaloriser. La loi sur la recherche, elle est en cours d'examen. Le Ségur de la santé, il a eu lieu avec la revalorisation des salaires des professionnels soignants à l'hôpital et aussi dans les EHPAD. La loi grand âge et autonomie... Mais c'est toujours le sujet qui peut attendre, c'est ça? Il y a un peu cette procrastination, pardon de le dire, parce qu'à la fin, quand même, il faut mettre des moyens, disons-le, sur la table, et c'est un choix de société. Quels moyens consacrons-nous à la prise en charge des plus fragiles? Vous nous avez dit, une fois, c'était dans une interview au Point, les personnes âgées, c'est 24 milliards, il faudrait 10 milliards de plus pour la dépendance à peu près? La dépendance actuellement en France, pardon, mais maintenant qu'on parle en milliards, c'est l'unité de mesure, c'est 25 milliards d'euros par an. C'est le fonctionnement des EHPAD, des services à domicile, le fonctionnement de l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui était une des grandes réformes, la dernière en 2001, sur l'accompagnement des personnes âgées pour solvabiliser à domicile et en établissement. Et tous s'accordent à dire, notamment un rapport d'un haut fonctionnaire qui a été remis en mars 2019, 175 propositions, c'est un des 7 rapports dont je parlais, et qui dit qu'il faudrait 10 milliards à l'horizon 2030. Et donc,
là, bonne nouvelle, le gouvernement annonce on va créer une 5e branche de la sécurité sociale pour couvrir le risque dépendance, la perte d'autonomie. Mais il n'y a rien derrière. Mais pour l'instant, il n'y a pas les financements à la hauteur. Il y a un petit bout de financement annoncé pour 2024, parce que des choix ont été faits. Moi, dans cette interview dans Le Point, dans cette tribune dans Le Point, à l'époque, alors c'est bien sûr avant la crise, je proposais, et ça a d'ailleurs été repris après dans ce rapport de Dominique Libaud, alors c'est un peu technique, un moyen pour financer la dépendance en recyclant une contribution qu'on paye tous, qui s'appelle la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, qui devait s'éteindre en 2024, puisqu'il n'y avait plus de dette de la Sécu. Et donc, on pouvait donc très concrètement, sans augmenter les prélèvements obligatoires, financer la dépendance, et même y compris le Ségur de la santé. Patatras, la crise est intervenue, il y a une dette importante liée au Covid, et le choix a été fait immédiatement d'affecter cette dette à la CADES, et donc de se priver de ses ressources. Pardon, c'est technique, mais derrière tout ça, c'est à un moment donné, il faut un choix politique pour dire qu'il faudra des moyens supplémentaires pour que la solidarité nationale augmente son intervention, ce qui n'exclut pas les solidarités familiales et de proximité, mais à un moment donné, on ne peut pas, à la fois parce qu'il va y avoir l'augmentation du nombre de personnes âgées, à partir de 2030, des plus de 85 ans, et rendez-vous compte, la décennie 2030-2040, on va voir doubler en France le nombre de personnes de plus de 85 ans. Oui, mais alors comment de 2 millions à 4 millions. Comment vous expliquez que ça ne se traduise pas dans une loi? Parce que la dépendance, depuis que je suis journaliste, c'est-à-dire une vingtaine d'années, on en parle, ça revient un sujet qui revient tout le temps, ça n'arrive jamais. Vous dites, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de lobby des vieux? Il y a ce sujet de l'invisibilisation des personnes âgées, et c'est vrai qu'il n'y a pas de corps organisé. Moi, j'aime le terme de lobby, il peut être très péjoratif, mais c'est tout simplement un groupe d'intérêts qui se bat pour ce sujet-là. Comme la perte d'autonomie et la dépendance ne fera pas tout le monde de la même manière. Tout le monde ne sera pas dépendant. C'est 20% des plus de 80 ans qui sont dépendants. Ça veut dire que l'objectif d'une politique publique, c'est de faire en sorte que tout le monde reste fragile et meurt fragile. Charles Aznavour, il est mort à 93 ans et il n'était pas dépendant, il était fragile. Et ça doit être ça, l'étalon, le droit au bonheur pour tous le plus longtemps possible. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée de dire on ne met pas les moyens sur la table, et aussi parce qu'il n'y a pas ce lobby. Voilà, si on compare par exemple, j'aime pas le terme, mais dans le monde du handicap, quand on est parent d'enfants handicapés, on se bat toute sa vie pour être certain qu'il y ait une réponse forte qui soit apportée. C'est comme ça que la grande loi de 75 a vu le jour, c'est comme ça que, sur le handicap, que la loi de 95 portée par Jacques Chirac a vu le jour aussi, et on n'a jamais eu un corps organisé sur les questions. Donc moi, je plaiderai pour que ce soit l'ensemble des citoyens, pour cette simple raison, c'est que, c'est un scoop que je vous livre, nous allons tous être vieux, c'est une certitude. Non, donc, pas moi. Mais si, d'une manière ou d'une autre. Et deuxième chose, c'est une bonne nouvelle, ne dis pas moi, c'est une bonne nouvelle, et d'ailleurs, tout le monde s'en empare. L'année dernière, Pascal Bruckner a fait un livre fantastique justement sur la longévité. Laure Adler vient de sortir un récit passionnant aussi sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des générations, c'est assez intéressant parce que c'est un peu les 68 ards, ouais. Ceux qui sont nés au moment du baby-boom. Mais ils pensaient qu'ils seraient jeunes éternellement. Oui, mais ils ont envie de porter l'exigence de la jeunesse quand ils lançaient des pavés rue Gay-Lussac, même s'ils ne lançaient pas tous des pavés rue Gay-Lussac. Mais cette génération, ce que les sociologues appellent un effet de génération, c'est une génération qui est très attentive à son autonomie et à ses droits. Et tout cela nous dit aujourd'hui, vous ne nous ferez pas vieillir comme vous souhaitez que nous vieillissions. Je vous prends un seul exemple dans les EHPAD. Dans les EHPAD, actuellement, on vous dit, vous mangez à telle heure et à tel endroit. Ce n'est pas possible pour des gens qui, toute leur vie, ont décidé, au self de leur entreprise ou à l'endroit où ils travaillaient, de leur menu. Donc demain, une des révolutions de détail, mais qui en dit beaucoup, c'est que moi, dans l'EHPAD, je veux aussi décider le matin, si je suis un lève-tard, de prendre mon petit déjeuner entre 7h et 10h du matin, si je le souhaite. Et puis, je veux pouvoir décider de le prendre en chambre, de le prendre à l'étage ou de le prendre dans la salle du restaurant. Et donc, on voit bien que ce libre choix, qui est un libre choix jusqu'au bout, y compris sur sa fin de vie, y compris sur sa manière de préparer sa propre disparition et d'accepter de voir la mort en face, qu'on arrête d'être dans ce déni de la mort, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on l'accompagne et l'important, c'est qu'on la dédramatise. C'est pas grave de mourir, c'est embêtant quand même, enfin ça doit arriver. Oui. Mais alors ce que vous nous racontez, c'est que dans les EHPAD, ça a longtemps été caché. Oui, c'est-à-dire que la mort dans les EHPAD,
Moi, j'ai commencé à m'intéresser en 98 quand je suis devenu vice-président du département de l'Essonne. Et donc, beaucoup de choses ont changé. Mais par exemple, sur le rapport à la mort, ça fait que depuis quelques années que, par exemple, on met en place dans les EHPAD, et je pense que c'est très heureux, des rites funéraires. C'est-à-dire qu'on assume la mort. Moi, je pourrais vous parler de groupes d'EHPAD ou de directeurs d'EHPAD qui ont mis en place, par exemple, quand il y a un décès d'un résident. Auparavant, je vais un peu caricaturer, mais le cercueil, il était sorti un peu en catimini de l'EHPAD. Maintenant, il y a de plus en plus d'EHPAD où ils organisent une haie d'honneur pour saluer celui avec qui on a vécu 2, 3, 4 ans, avec un petit registre, avec une petite cérémonie. Ça peut paraître insignifiant, mais d'abord, ça dit cette chose. Ça dit, la vie, de toute façon, on le sait tous, et on va pas. C'est infantilisant de dire à une personne âgée qui est dans un EHPAD qu'elle ne va pas mourir. Elle sait qu'elle est ici, que ce sera probablement son dernier domicile, et que donc, si elle voit partir quelqu'un en catimini, elle se voit elle-même partir en catimini, et elle est elle-même invisibilisée. Et donc, ces petites choses symboliques, c'est Marie de Henzel qui travaille beaucoup sur ces questions-là, qui porte justement cette exigence d'assumer la mort. Et moi, je vais même plus loin, et c'est une vraie difficulté. On dit que les EHPAD sont des lieux de vie, il faut que ce soit des lieux de vie, mais en même temps, on leur demande risque zéro. Ça fait la boucle avec le début de notre discussion. Ouais. Et moi, je ne connais pas, la vie, c'est le risque. Donc, il faut y compris assumer qu'il y a un peu de risque dans ces établissements, et plus largement dans le rapport aux personnes âgées, parce que c'est en assumant ce risque qu'on pourra maintenir et insuffler la vie jusqu'au bout. Et alors, justement, parce que c'est une question de civilisation, on s'aperçoit que dans des civilisations, dans des pays où on vit avec ses aînés à la maison, on a aussi des rites funéraires plus joyeux. Est-ce que le regard qu'on a, si on avait un regard plus joyeux, plus serein, un rapport plus serein avec la mort, on aurait un regard plus bienveillant sur nos aînés? Incontestablement. Mais regardez, c'est le prolongement de ce qu'on évoquait. Les cimetières, auparavant, ils étaient au pied des églises qui, eux-mêmes, étaient au cœur de la ville. Et petit à petit, c'est le philosophe Pierre-Henri Tavoileau et même Pascal Bruckner qui le reprennent dans leur bouquin, on a relégué les cimetières. On les a mis à l'extérieur pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Il y avait besoin du foncier, il y avait besoin... Mais ce refus de la mort, il se traduit aussi par cette invisibilisation des personnes âgées. Je pense qu'il... je ne suis pas pour dire qu'il faut qu'on voit des cheveux gris partout, mais oui, d'une certaine manière. Je vais vous prendre sur un autre sujet qui n'est pas celui de la mort, mais de la place des personnes âgées. C'est très peu présent, par exemple, à l'image, à la télévision. Alors, les séries ont commencé à comprendre qu'il fallait aussi donner à voir des sujets relatifs au vieillissement, mais ça reste encore balbutiant. Alors, il y a forcément quelqu'un, quand je dis ça en général, qui lève la main et qui dit « Ouais, mais il y a Michel Drucker qui est toujours là. » C'est vrai. Et je pense que la longévité... Non, mais moi, je ne supporte pas toutes les discriminations liées à l'âge. Et quand il y a des gens qui disent « Passé un certain âge, la personne, elle doit être dépourvue d'un certain nombre de ses droits. » C'est toujours de ses droits ou de la continuité de son activité. Je pense que celui qui le souhaite, dans son engagement professionnel ou dans tout autre engagement, il doit pouvoir continuer à le faire et ne pas être comme ça, à un moment, dire voilà, il faut s'effacer délicatement, discrètement. Je pense que la solution, c'est d'assumer dans cette révolution anthropologique et civilisationnelle la force des solidarités intergénérationnelles. On parlait tout à l'heure de François Hollande, ça va être mon dernier mot. Je me rappelle de discussions avec lui où moi j'ai plaidé auprès de François Hollande à l'époque quand j'étais député, et même là encore d'Édouard Philippe ou d'Olivier Véran, sur cette exigence de la longévité et de l'intergénérationnel. Et je me rappelle, François Hollande il me disait « mais c'est pas possible parce que moi j'ai fait de la jeunesse la priorité de mon quinquennat ». Et je lui disais « mais c'est la même chose, rien que par exemple la création d'emplois nécessaires liés à l'accompagnement des personnes âgées, dans un contexte de crise économique et sociale liée au Covid, ça devrait être central dans un plan de relance. Malheureusement, ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a 350 000 emplois à créer pour accompagner les personnes âgées à domicile ou en établissement. Il faut des moyens pour le faire, et ce faisant, on évitera la guerre des âges, et je le dis vraiment, ce pays, il n'a pas besoin de fractures supplémentaires. Il y a déjà la guerre sur la couleur de peau, sur le genre, entre les hommes et les femmes, et que ça. Ne rajoutons pas la guerre des âges, au contraire, faisons l'intergénérationnel notre force. La guerre des âges n'aura pas lieu ? Elle n'aura pas lieu à condition qu'on s'empare de cette force de l'intergénérationnel et qu'on assume, qu'on voit nos vies communes à travers les vulnérabilités. Quand on le fait, c'est tout le monde qui en bénéficie. Voilà. Quand on remet les fragilités, c'est un signe de maturité civilisationnelle. Merci infiniment. Merci bravo à tous les deux pour ce beau dialogue. Donc voilà, comme le grand âge peut susciter la passion,
Mais absolument. Merci beaucoup, Merci, Jérôme Guedj, le grand spécialiste des personnes âgées qui nous a livré sa version avec fougue. C'était un vibrant plaidoyer. Donc voilà, plaidoyer pour les vieux que vous retrouvez chez Grasset. Merci encore à vous. On vous applaudit. Et donc, on se retrouve dans quelques minutes pour notre prochaine table ronde qui va porter donc sur les traitements. Où en sommes-nous? Donc, surtout, restez avec nous dans la salle et derrière vos écrans. À tout de suite. Merci beaucoup.